Qu'est-ce que la base d'Alsa exactement? Eh bien, on pourrait dire que c'est une parodie tordue de la zone 51. Voyez-vous, dans la zone 51, les cadavres d'extraterrestres sont récupérés puis utilisés comme cobayes par les humains. À la base d'Alsa, en revanche, c'est l'inverse. Les extraterrestres sont les scientifiques, et nous, les humains, eh bien, nous sommes les cobayes. Des récits de la base d'Alsa décrivent des expériences transespèces menées sur des milliers d'humains enfermés dans une chambre froide, dans une installation à 7 niveaux, gérée conjointement par plusieurs races extraterrestres et le gouvernement américain. Si vous n'avez jamais entendu parler de la base des OSA, je vous garantis que vous n'êtes pas prêt pour l'étrangeté qui vous attend. Nous sommes donc vers le milieu des années 70, la date précise étant inconnue. Quelque part, dans le désert du Nouveau-Mexique, un policier nommé Gabriel Valdez vaque à ses occupations habituelles, patrouillant la zone, lorsque son attention est attirée par une série de phénomènes inquiétants. Dans le ciel, un engin étrange mais sophistiqué survole la région. Mais c'est le spectacle au sol qui est encore plus troublant. Là-bas, gît au sol le cadavre mutilé d'une vache. Et compte tenu du nombre important de signalements de bovins mutilés dans la région, en ce moment, ce site est déjà suffisamment inquiétant. Mais Valdez va être surpris par bien pire. À l'intérieur du corps mutilé de la vache, Valdez aperçoit un fœtus mort. Mais ce fœtus ne ressemble en rien à un veau sous-développé. Il s'agit plutôt d'un étrange hybride d'organismes ressemblant étrangement à un humain, un singe et une grenouille. Permettez-moi de briser rapidement le 4e mur et de dire ceci. À ce stade, il y a 3 choses. Premièrement, Valdez pourrait bien mentir. Deuxièmement, Valdez a probablement vraiment vu ce qu'il prétendait voir. Cependant, il était aussi complètement défoncé à ce moment-là. Ce qu'il a vu ne peut donc pas être pris au sérieux. 3. Valdez a bel et bien vu un hybride mort, composé d'un humain, d'un singe et d'une grenouille, dans le ventre d'une vache morte. Évidemment, l'option 3 semble être la moins probable. Personne ne se réveille et ne voit de telles choses, mais on sait ce qu'on dit de la vérité. Elle est souvent plus étrange que la fiction, et peu d'affaires illustrent ce dicton aussi bien que celle de l'espace ennuyeux. Revenons donc à Valdez. En observant ce spectacle plutôt étrange, il découvre d'autres débris inquiétants près de l'animal. On y trouve des bâtons lumineux, des masques à gaz et des particules de radar. L'entité responsable de cette atrocité n'était certainement pas un prédateur. Les prédateurs ne laissent pas ce genre de débris derrière eux. Ainsi, dans l'esprit de Valdez, cela semble être la preuve de l'implication du gouvernement. Un fait que Linda Moulton Howe corroborera plusieurs années plus tard dans son documentaire primé aux Emmy Awards de 1980, A Strange Harvest. Bref, après l'étrange expérience de Valdez, des rumeurs circulent un temps. Mais ensuite, il n'y a plus d'histoire à l'appui, rien pour remonter à ces étranges observations. Et donc, les rumeurs finissent par s'éteindre. Mais quelques années plus tard, plusieurs lanceurs d'alerte font leur apparition. L'un après l'autre, chaque nouveau témoignage confirmant le précédent, les témoins oculaires dévoilent toute l'histoire de la vache mutilée portant dans son ventre le fœtus de grenouille singe mort. L'horreur de cette révélation n'a toujours pas été digérée. Voici ce qui s'est passé. En février 1954, le président Dwight Eisenhower était en vacances de golf à Palm Springs lorsqu'il dut soudainement consulter un dentiste. Vous vous demandez sans doute quel est le rapport entre une urgence dentaire et une base extraterrestre souterraine, n'est-ce pas? Eh bien voilà, apparemment, la visite chez le dentiste d'Eisenhower eut lieu à minuit. De plus, son prétendu dentiste travaillait à la base aérienne d'Edwards. Ouais, personne n'a cru à cette histoire de merde non plus. Alors, où était la vérité?
Eh bien, selon Timothy Good, ancien consultant du Congrès américain et du Pentagone, Eisenhower avait en fait été emmené discrètement sur la base aérienne isolée du Nouveau-Mexique pour participer à une réunion secrète d'extraterrestres. Une réunion qu'Eisenhower lui-même et d'autres responsables du FBI avaient programmée avant le jour de la prétendue urgence dentaire. D'après les détails de la rencontre, divulgués par des témoins oculaires, Eisenhower aurait rencontré 2 races d'extraterrestres, les nordiques et les extraterrestres gris. Mais la rencontre ne s'est pas limitée à un simple échange de plaisanteries et à une discussion sur la météo spatiale. Apparemment, Eisenhower aurait également signé une sorte de traité avec l'un des groupes extraterrestres, les extraterrestres gris. Les termes de ce pacte étaient simples. Les extraterrestres fourniraient au gouvernement une technologie extraterrestre avancée et en échange, le gouvernement américain les autoriserait à mener des expériences sur les humains comme sur les animaux. Les États-Unis signèrent immédiatement le traité qui deviendra plus tard le traité de Grenade, ce qui laisse perplexe quant à leur acceptation si facile. Se souciaient-ils vraiment de leurs citoyens ou bien les extraterrestres avaient-ils quelque chose sur eux qui ne leur laissait pas le choix? Eh bien, il y avait 2 choses en réalité. Premièrement, ils aimaient particulièrement les États-Unis en raison de l'abondance de ressources énergétiques naturelles dont ils avaient besoin. On parle de roches aux propriétés électromagnétiques, de foudre, d'ouragans, d'eau souterraine, de vastes réseaux de grottes et d'une atmosphère magnifique, riche en ions. Deuxièmement, c'est le point crucial. Les extraterrestres prétendaient être les descendants d'une ancienne espèce de reptiles humanoïdes ayant vécu sur Terre des milliers d'années avant l'arrivée des humains. Autrement dit, en termes de droits, ils avaient plus de droits sur la Terre que nous, puisqu'ils sont arrivés avant nous, les humains. Alors, mettez-vous à la place du gouvernement. D'abord, vous rencontrez une délégation d'extraterrestres dont vous auriez juré qu'ils n'avaient jamais existé jusque-là. Ces extraterrestres prétendent alors vouloir votre Terre, invoquant leur histoire avec elle. Évidemment, ces espèces sont plus puissantes que vous et votre espèce, mais pour une raison ou une autre, ils sont prêts à se montrer bienveillants et à vous offrir une partie de leur technologie. Qui, soit dit en passant, est la plus avancée que vous ayez jamais vue jusqu'à présent. Leur seule condition est que vous les laissiez vaquer à leurs occupations sans être dérangés. Gardez à l'esprit que vous êtes en pleine guerre froide et que la menace soviétique demeure omniprésente. Ce n'est certainement pas le moment de refuser toute aide susceptible de vous aider à garder une longueur d'avance. Alors, bien sûr, Eisenhower accepte et le traité de Grenade est signé, ouvrant officiellement la voie à la création de la toute première base souterraine gérée conjointement par des humains et des extraterrestres, la base de Dulce. Et maintenant, c'est l'heure d'une visite guidée. Selon le témoignage d'un lanceur d'alerte, la base de Dulce est un immense complexe de 7 étages, chaque étage étant équipé d'un équipement de sécurité ultra sophistiqué, de plus en plus perfectionné à mesure que l'on descend. Si vous parvenez à visiter la base de Dulce, vous serez accueilli à l'entrée par des agents de sécurité portant des combinaisons dignes d'un pilote. Ces agents sont équipés de flashs très efficaces contre les humains comme contre les extraterrestres. Avant d'accéder à l'intérieur principal du bâtiment, votre identité devra être confirmée à l'aide d'un lecteur rétinien. Si vous êtes autorisé, vous pourrez descendre au 2e étage où vous serez pesé, nu, puis revêtu d'un uniforme blanc étant donné votre statut de visiteur. À partir de ce point, toutes les zones sensibles du bâtiment seront équipées de capteurs de poids et de lecteurs rétiniens. Alors, encore une fois, ne faites rien de bizarre, car si l'une de ces machines remarque quelque chose de différent chez vous pendant vos déplacements, une alarme se déclenchera, alertant les gardes qui vous tireront probablement dessus. Maintenant, si vous ne faites rien de bizarre qui justifie votre escorte hors des lieux, en vous promenant, vous découvrirez d'étranges inscriptions griffonnées à différents endroits du bâtiment. Ce sont les symboles linguistiques des extraterrestres gris et nordiques. Un autre élément qui attirera votre attention, c'est le niveau de progrès technologique affiché par l'infrastructure de la base.
D'après ce que nous savons, ce sont les extraterrestres eux-mêmes qui ont conçu l'installation et sélectionné les matériaux de construction. Nombre des ouvriers qui ont assemblé les matériaux pour la construction ne comprenaient même pas la technologie avec laquelle ils travaillaient. Les ascenseurs, par exemple. Contrairement à nos ascenseurs qui fonctionnent avec des câbles, ceux de la base de Dulce n'utilisent aucun câble. Ils fonctionnent grâce à un système magnétique. Au total, la base de Dulce compte plus de 3000 caméras de sécurité, la plupart concentrées aux entrées, sorties et laboratoires. Et en parlant de laboratoire, c'est là que la situation devient intense et terrifiante. Les laboratoires de la base de Dulce sont les stars du spectacle. C'est là que les extraterrestres de Dulce conçoivent et réalisent les expériences les plus grotesques sur les humains et les animaux, à des fins que nous ne pouvons que supposer diaboliques. Et comme nous l'avons vu avec les mesures de sécurité, ces expériences deviennent de plus en plus cauchemardesques à mesure que l'on descend. Au 4e étage se déroulent les expériences de contrôle mental et de conscience impliquant la manipulation classique des rêves, l'hypnose et la télépathie. Le 5e étage est tout aussi horrible mais pas encore angoissant. C'est là que se pratiquent les autopsies d'extraterrestres. Les vraies expériences à la Frankenstein, celles qui ont probablement produit le fœtus hybride humain-singe-grenouille que Valdez a découvert au début de notre conversation, eh bien celles-là se déroulent au 6e étage. Affectueusement appelé le hall des cauchemars, autrement dit le pire étage de tous. Dans le laboratoire se trouvent des centaines, voire des milliers de cuves, chacune remplie d'êtres humains et humanoïdes à différents stades de développement. En les examinant, vous constatez que beaucoup semblent confus et sous l'effet de drogue. D'autres pleurent et implorent votre aide. La version officielle est que ces personnes sont des cas psychiatriques désespérés, soumises à des tests avec des médicaments expérimentaux à haut risque pour voir s'il y a un espoir de guérison. Mais bien sûr, c'est un mensonge. Quoi qu'il en soit, comme toujours dans ce genre d'histoire, tous les employés de la base de Dalt sont tenus au silence. Ils ne peuvent jamais parler de ce qu'ils entendent ou voient dans ce complexe souterrain, un terme initialement accepté par tous. Mais en 1979, un conflit majeur éclate dans le camp. D'un côté, les extraterrestres, de l'autre, les humains. Avant même que quiconque ne réalise ce qui se passe, le conflit dégénère en une guerre totale, avec violence, combats et fusillades qui entraînent la mort de 82 personnes, dont des scientifiques, des membres du groupe de reconnaissance nationale qui travaillaient avec les extraterrestres dans les laboratoires et des agents de sécurité du groupe Delta qui assuraient la sécurité de tous les projets collaboratifs humains extraterrestres sur le site. Cet événement catastrophique est devenu connu sous le nom de guerre de Dulce, le jour où les extraterrestres ont commis ce que beaucoup redoutaient depuis des années, massacrer des humains comme des animaux. Les histoires qui circulent autour de cette soi-disant base de Dulce sont évidemment assez invraisemblables. Des expériences à la Frankenstein menées par des extraterrestres sur des humains, une guerre entre humains et extraterrestres où les extraterrestres massacrent les humains, tout cela ressemble à des intrigues dignes d'un film de science-fiction de mauvaise facture. Mais voilà, nous avons recueilli les témoignages non pas d'un, mais de plusieurs lanceurs d'alerte. En fait, nous disposons de tellement de témoignages qu'il sera impossible de tous les passer en revue dans une seule vidéo. C'est pourquoi je vais me limiter aux 3 principaux témoins oculaires dont les témoignages apportent les meilleures preuves de l'existence de la base de Dalsa. Paul Bennowitz, Thomas Costello et Phil Schneider. Nous commencerons par Paul Bennowitz. À l'époque où l'agent de police Gabe Valdez découvrit par hasard la vache mutilée à l'origine de toute cette saga spatiale Dalt, Paul Bennowitz, homme d'affaires et spécialiste en électronique, d'Albuquerque s'intéressa également au phénomène de la vache mutilée.
Bennowitz avait développé un vif intérêt pour l'ufologie, comme en témoigne son adhésion à l'organisation de recherche sur les phénomènes aériens, APRO de l'Arizona. Un groupe civil d'enquête sur les ovnis. Dès que la nouvelle concernant Valdia a été révélée, il a immédiatement fait équipe avec un policier d'État et a entrepris une série d'enquêtes au Nouveau-Mexique pour enquêter sur les mutilations. Au fil des enquêtes, Bennowitz a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Autour du Nouveau-Mexique, l'activité ovni semblait inhabituellement élevée. Un étrange engin volant ne ressemblait en rien au jet classique que l'on connaît. Spécialiste en électronique, Bennowitz avait accès à du matériel photographique. Il commence alors à filmer et à recueillir des heures et des heures de preuves. Mais le destin a voulu qu'à peu près au même moment, ses récepteurs commencent à capter d'étranges transmissions radio et vidéo. Ces transmissions ressemblent à des communications entre des vaisseaux et une sorte de base souterraine, ce qui aurait été totalement insignifiant si elles n'avaient pas semblé provenir de groupes extraterrestres. Curieux, Bennowitz traque la source de ces transmissions et découvre qu'elles proviennent de la région d'Archuleta Mesa, près de Dulce. À l'époque, la base de Dulce n'existait pas encore. Bennowitz n'a donc aucune idée de l'existence d'une base souterraine secrète où des humains seraient soumis à des expériences. Tout ce qu'il sait, c'est ce que ses récepteurs lui révèlent. Tout cela paraît incroyable au premier abord. Mais je veux dire, il s'agit d'une preuve solide et irréfutable. Bennowitz peut voir les OVNI et entendre les extraterrestres eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'une simple théorie ni d'une tentative de combler des lacunes. Pourtant, Bennowitz sait que pour être cru, il va devoir monter un dossier solide et irréfutable. Il prend donc son temps et crée un système de communication spécialement conçu pour tracer ces transmissions. C'est alors qu'une nouvelle série de découvertes étranges survient. Au départ, les récepteurs de Bennowitz se contenter de suivre les communications radio entre les pilotes extraterrestres en provenance et à destination de la base de Dulce. Cependant, avec le temps, ils ont également commencé à capter des fréquences supplémentaires. Ces fréquences étaient différentes car il ne s'agissait pas de communication radio. Elles semblaient provenir d'une sorte de puce, du genre qu'on implante chez une personne ou un chien pour suivre leur position. Naturellement, Bennowitz décida de suivre ces fréquences pour découvrir ce que ces extraterrestres traquaient exactement. Ces découvertes le menèrent à une certaine femme, connue sous le nom de Myrna Hansen. Non pas le mannequin super mignon des années 50, mais une autre dont je n'ai pas retrouvé la photo. Quoi qu'il en soit, Hansen révéla que Bennowitz avait enfin compris le pétrin malsain et pervers dans lequel il s'était fourré. Voyez-vous, en 1980, peu après le début des investigations de Ben Wast, Myrna Hansen et son fils furent enlevés par des êtres étranges. Du moins, c'est ce qu'elle prétendit. Malheureusement, mais sans surprise, c'était tout ce dont elle se souvenait. Ce qui leur était arrivé exactement, à elle et à son fils, pendant leur captivité, et comment elle était rentrée chez elle, elle ne pouvait le dire. La seule chose dont elle était sûre, c'était qu'elle avait été enlevée. Pour compliquer les choses, Bennowitz avait découvert, au cours de ses investigations, que toutes les personnes munies des dispositifs de localisation qu'il avait repérés avaient la même histoire que Myrna Hansen. Elles avaient été enlevées par des êtres étranges, mais c'était tout ce dont elles se souvenaient. Voulant en savoir plus, Bennowitz avait soumis Hansen à une thérapie hypnotique afin de lui faire retrouver ses souvenirs. La séance, menée par un spécialiste qualifié, le docteur Leo Sprinkle de l'Université du Wyoming, a été glaçante. Sous hypnose, Hansen a expliqué comment elle avait été enlevée avec son fils et emmenée à l'intérieur de la base de Dulce. Elle a également raconté comment elle avait découvert des chambres froides contenant des êtres humains entiers, ainsi que de grandes cuves remplies de parties de corps humains et de bovins. En assemblant toutes les pièces du puzzle, Bennowitz commença à réaliser une chose plutôt terrifiante. La mutilation du bétail, l'enlèvement extraterrestre, l'activité OVNI et les étranges transmissions qu'il avait interceptées étaient tous liés.
Y aurait-il une base extraterrestre à Dulce? Est-ce la source de toute cette étrange activité qui se déroule dans la région occidentale? Les preuves semblaient indiquer que oui, sans l'ombre d'un doute. Bennowitz fit donc immédiatement ce que tout citoyen patriote aurait fait et rapporta ses conclusions à la base aérienne de Kirtland en octobre 1980. Son rapport contenait les révélations clés suivantes. L'emplacement d'une base extraterrestre dans le nord du Nouveau-Mexique, plus précisément au cœur de la réserve Apache de Jicarilla, à 7,2 km au nord-ouest de Dulce. Détail d'un accord conclu avec les extraterrestres sur cette base il y a de nombreuses années, prévoyant la cession de terres, de bétail et l'assurance de leur sécurité en échange d'une technologie extraterrestre sous la forme d'un vaisseau à propulsion atomique et l'établissement d'une importante base américaine pour ce vaisseau. Information sur une dispute concernant des armes survenue fin 1979 ou début 1980 qui a conduit à l'abandon de la base de Dulce par l'armée. Bien que l'état final de ces hommes reste inconnu. D'autres informations intéressantes le figurèrent dans le rapport, mais comme vous pouvez le constater, ces détails correspondent déjà à tout ce que nous savons sur la base de Dulce jusqu'à présent. En fait, ce dernier point semble être un élément de contexte de la prétendue guerre de Dulce qui aurait eu lieu et entraîné la mort de nombreux soldats et scientifiques sur la base. Ces révélations sont évidemment glaçantes et il est logique que Bennowitz ait immédiatement tenté de communiquer ses découvertes aux autorités. Je ne ferai pas ça et vous ne le feriez probablement pas, mais Bennowitz l'a fait, sans surprise. Cette décision innocente s'est avérée être la pire erreur que Bennowitz ait jamais commise. Ces conclusions ont immédiatement fait des vagues, attirant l'attention du grand public et de hauts fonctionnaires comme le sénateur du Nouveau-Mexique, Harrison Schmitt. C'est grâce au projet Beta de Bennowitz que le monde a appris l'existence d'une base extraterrestre à Dulce, abritant une importante population d'extraterrestres de différentes races. De plus, d'après le nombre de vaisseaux qu'il avait suivis dans cette zone, Bennowitz avait estimé qu'il y avait probablement au moins 2000 extraterrestres dans cette base, probablement plus. Cependant, aussi vite que les découvertes de Bennowitz ont commencé à faire des vagues, elles ont été immédiatement discréditées, des rumeurs circulant selon lesquelles Bennowitz aurait largement exagéré la vérité et inventé nombre de ses récits les plus scandaleux. Il faut admettre que croire qu'un groupe d'extraterrestres possède une base au Nouveau-Mexique où ils enlèvent des êtres humains et les soumettent à des expériences pour former des hybrides homme-singe-grenouille dépasse les limites de la crédulité. Il n'en fallut donc pas plus pour que les ufologues soient convaincus que le rapport de Bennowitz était probablement le fruit de son imagination débordante. Puis, en 1989, un événement fit naître l'idée que Bennowitz disait peut-être la vérité. Lors d'une conférence du MUFON, William Moore, célèbre ufologue devenu paria de la communauté, lança la bombe en expliquant qu'il avait participé à la campagne de désinformation organisée par la FOSI contre Paul Bennowitz pour discréditer ses découvertes et protéger un projet classifié sur lequel travaillait l'US Air Force. Et c'est ainsi que Bennowitz a été piégé. À l'époque, le consensus général au sein de la communauté ufologique était que Bennowitz avait initialement trouvé la bonne solution, mais qu'il avait été victime de la campagne de désinformation de l'AFOSI. Heureusement ou malheureusement pour Bennowitz, il avait alors quitté la scène après avoir souffert d'une dépression nerveuse en 1985 qui l'avait conduit à être interné pendant un mois. En réalité, son implication dans l'enquête sur la base de Dulce n'a eu d'autre résultat que de le détruire, lui et sa famille. La FOSI, après avoir découvert qu'il avait eu une piste, est intervenue et a commencé à manipuler son esprit, jusqu'à ce que Bennowitz soit poussé à la folie. Cela a mis à rude épreuve son mariage et a détruit tout ce qu'il avait durement construit. Du jour au lendemain, les rumeurs concernant Dulce ont été une fois de plus dissipées. Mais ensuite, un autre lanceur d'alerte est entré en scène et cette fois, la FOSI n'a pas pu le discréditer car contrairement à Paul Bennowitz, celui-ci avait lui-même travaillé sur la base de Dulce et il était venu armé de preuves irréfutables.
2 ans après que la faucille eut réussi à faire mentir Bennowitz, un lanceur d'alerte du nom de Thomas Costello s'est fait connaître du public en publiant ce qu'il a appelé les Dulce Papers. Ce recueil de documents comprenait 30 photos, une vidéo et un ensemble de documents attestant de l'existence d'une base extraterrestre intergouvernementale sous la Mesa d'Archuleta, près de la ville de Dulce, au Nouveau-Mexique. J'ai essayé de retrouver les documents eux-mêmes, mais je ne les ai trouvés nulle part sur Internet. Il ne s'agit que d'un court document de 5 pages qui semble être une version abrégée de l'essentiel. Je mettrai un lien vers celui-ci dans la description au cas où vous voudriez le consulter vous-même. Quoi qu'il en soit, les documents Dulce ont donné raison à Bennowitz, car leur contenu concordait avec tout ce que Bennowitz avait révélé plusieurs années auparavant. Des accusations d'une collaboration entre le gouvernement américain et plusieurs races extraterrestres pour commettre des violations des droits de l'homme à une échelle jamais vue dans l'histoire de l'humanité, aux célèbres guerres de Dulce, qui ont entraîné la mort de plusieurs citoyens américains. Les documents de Dulce de Castello nous ont également, pour la première fois, permis de mieux comprendre les extraterrestres qui occupent la base de Dulce. Selon Castello, 4 races extraterrestres travaillaient à Dulce. Il y avait les petits gris standards de Zeta Reticulum qui mesuraient environ 1,20 m. Puis il y avait les grands gris de Rigel sur Orion. Ceux-ci mesuraient 2,10 m. La base abritait également 2 espèces de reptiles. L'une, originaire de la Terre, servait de modèle de travail aux extraterrestres. L'autre, originaire du système stellaire Draco d'Orion, supervisait généralement les reptiliens terriens. Les reptiliens mesuraient généralement entre 1,80 m et 2,40 m. Bon, information intéressante jusqu'ici, mais qui était exactement l'homme derrière les papiers de Dulce? Thomas Costello. D'après les informations recueillies lors d'entretiens menés par des ufologues, Costello était un jeune sergent. Initialement en poste à la base aérienne de Nellis, près de Las Vegas au Nevada. Là, Castello a servi comme photographe militaire avec une habilitation de sécurité top secret avant de quitter les forces armées et de rejoindre la RAND, l'organisme de recherche. D'ailleurs, il a été allégué que la RAND Corporation aurait participé à la construction de la base de Dulce, étudiant la géologie de la région avant le début des travaux. Quoi qu'il en soit, le nouveau poste de Castello à la RAND lui a valu une revalorisation de son habilitation, ce qui lui a finalement permis d'accéder au vaste système de surveillance des Dulce Bays. Castello a également affirmé qu'une partie de ses responsabilités au sein du centre impliquait d'interagir avec différentes espèces d'extraterrestres, contribuant ainsi à résoudre tous les problèmes liés aux équipements de vidéosurveillance et autres équipements similaires. Autrement dit, si les extraterrestres rencontraient le moindre problème avec les caméras de sécurité, ils contactaient Costello. En conséquence, Costello était au courant de certaines des expériences génétiques transespèces horribles menées dans Nightmare Hall et Level Sept. Dans 6 interviews, Costello a mentionné avoir vu rangée après rangée des milliers d'humains et de mélanges humains dans des chambres froides. Lors de son premier briefing, Costello avait été informé que les humains qu'il voyait étaient des patients psychiatriques traités pour leur démence grave avec des médicaments expérimentaux. On lui avait également conseillé de ne jamais parler à aucun de ses patients, car cela pourrait anéantir des années de travail acharné. Alors, en bon coéquipier, il a coopéré jusqu'à ce qu'il commence à soupçonner que ces personnes n'étaient probablement pas démentes. Et tout a commencé lorsqu'un certain homme se faisant appeler George S. l'a contacté. Écrivant à propos du niveau 7 de la base de Dulce, Costello mentionnait qu'il rencontrait fréquemment des humains en cage. La plupart du temps, ces personnes étaient hébétées ou droguées, mais parfois elles pleuraient et imploraient de l'aide. Au départ, Costello avait cru à la version officielle et ne leur avait donc pas adressé la parole, contrairement au règlement. Cependant, un jour, l'un des patients présumés, George S.,
l'a contacté et pour une raison inconnue, Castello a ressenti le besoin impérieux d'écouter cet homme. George S. raconta alors à Castello comment il avait été kidnappé et combien il était certain que quelqu'un le recherchait. Une fois de plus, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Castello ne pouvait s'empêcher de penser à l'histoire de George S. Il a donc contacté un ami policier et a demandé une vérification des antécédents de George S. Et voilà que, lorsque son ami est revenu avec l'information, il a confirmé la version de George S. George S. était bel et bien une personne disparue. Costello a immédiatement réalisé cela comme une tonne de briques. Ces personnes, toutes pendues, dans une chambre froide, n'étaient pas des patients aliénés recevant un traitement expérimental comme ses supérieurs le lui avaient dit. Il s'agissait de victimes d'enlèvement, soumises à des expériences grotesques et utilisées comme nourriture par des extraterrestres. Costello fut dépassé par cette affaire et il décida d'agir. Ainsi, une fois de plus, pour la première fois, nous bénéficions d'un accès privilégié à l'histoire complète du début de la guerre d'Alcée. Selon la version de Costello, un petit groupe de résistance dont il était membre s'est formé pour combattre les extraterrestres et libérer les humains piégés à la base. Le groupe de résistance a même bénéficié de l'aide de reptiliens de la caste des travailleurs qui souhaitaient eux aussi participer à la libération des humains enlevés. Malheureusement pour Costello et son groupe, ils ont été désavantagés dès le départ. Aucun des ouvriers humains du groupe, ni de la caste des ouvriers reptiliens, n'avait accès à des armes. Ils furent donc facilement maîtrisés par la Delta Force, armée jusqu'aux dents. Selon Castello, ce fut un véritable massacre. De nombreux ouvriers humains perdirent la vie, ainsi que des extraterrestres reptiliens. Après la guerre, Castello quitta le complexe, non sans avoir réussi à voler des photos et un enregistrement vidéo, ce qui allait devenir les Dulles Papers. Ceci nous amène au troisième témoin oculaire majeur dont nous allons parler aujourd'hui. Phil Schneider, son témoignage et sa mort mystérieuse constituent la preuve ultime des rumeurs concernant Dulcé. Dans l'histoire des lanceurs d'alerte sur les ovnis, un nom a sans doute réussi à atteindre un statut canonique dans certains milieux, celui de Bill Schneider. En 1995, Schneider a donné une conférence publique au cours de laquelle il a révélé tout ce qu'il savait sur la base de Dulcé et bien plus encore. Six mois plus tard, Schneider a été retrouvé mort dans son appartement. La version officielle était un suicide. Cependant, des sources proches de l'enquête ont affirmé que Schneider avait en réalité été retrouvé avec un cathéter ou une corde à piano enroulée autour du cou, suggérant qu'il s'agissait d'une exécution de type militaire et non d'un suicide, comme le prétendait la version officielle. Pourquoi parler d'exécution de type militaire ? Pour comprendre cela, il faut remonter à la conférence de Schneider en septembre et aux révélations accablantes qu'il a faites ce jour-là. Si vous souhaitez consulter les conférences par vous-même, je vous laisse des liens dans la description. Mais avant d'aborder les révélations, quelques informations sur Bill Schneider. Schneider était un géologue et un ingénieur qui prétendait avoir travaillé sur des projets militaires secrets, aux États-Unis pendant environ 17 ans. Maintenant que vous le savez, faisons un résumé des révélations de Schneider. Ainsi, selon Schneider, en 1995, il y avait 131 bases militaires souterraines actives, dont certaines qu'il avait lui-même construites. La construction de chacune de ces bases a coûté entre 17 et 19 milliards de dollars. En 1995, soit 35 à 40 milliards de dollars aujourd'hui. La construction de ces bases a duré 1 à 2 ans environ. Troisièmement, chacune de ces bases abritait également des milliers d'employés, dont beaucoup comprenaient des formes de vie extraterrestres. Quatrièmement, les DUMB sont répartis dans tous les États-Unis et sont reliés par des trains à magnétolévitation. Ces trains
peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 2, soit 2 fois la vitesse du son, voire plus. Cinquièmement, le gouvernement américain a signé un traité avec les extraterrestres en 1954, appelé le traité de Grenade. Ce traité autorisait les extraterrestres à expérimenter sur des humains et du bétail en échange de technologies extraterrestres. Cet accord stipulait également que les extraterrestres ne pouvaient enlever qu'un faible pourcentage de la population et que les personnes enlevées devraient être ramenées là où elles avaient été prélevées, avec leurs souvenirs effacés. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Myrna Hansen n'avait aucun souvenir de son enlèvement. 6. Il existe 11 races extraterrestres distinctes sur Terre, dont 2 seulement sont bienveillantes, les 9 autres considérant les humains comme une source de nourriture. Une guerre a éclaté sur la base de Dulce, qui a entraîné le massacre de scientifiques et de militaires. C'est au cours de cette guerre qu'il a perdu ses doigts, comme vous pouvez le voir sur la photo. On comprend donc pourquoi certains ont supposé qu'il s'agissait d'un assassinat militaire. Et ce n'est pas tout. Schneider a également affirmé avoir été agressé par un agent présumé du FBI environ 16 jours avant sa conférence publique, puis 11 fois après. À plusieurs reprises, Schneider a également dit à sa famille que s'il mourait un jour, il ne devrait pas croire aux allégations de suicide. Cela semble indiquer que Schneider a toujours soupçonné que ces révélations finiraient par le tuer. Et cela s'est produit exactement comme Schneider l'avait prédit, ce qui, il faut l'admettre, lui confère une crédibilité certaine. Mais comme toujours, de sérieuses objections sont avancées par les sceptiques qui remettent en cause les témoignages de Schneider et des autres témoins oculaires. Nous aborderons ces objections. Mais avant cela, afin d'accorder le bénéfice du doute à ces témoins, j'ai pensé que nous pourrions examiner une de leurs affirmations particulièrement controversées, impliquant le gouvernement et les preuves extérieures à leurs témoignages qui les étayent. Rappelons que chacun des témoins a affirmé que le gouvernement avait conclu un traité avec des extraterrestres autorisant l'acquisition de technologies extraterrestres en échange de l'autorisation d'expérimenter sur des humains. Existe-t-il des preuves externes pour étayer cette affirmation? Le lieutenant-colonel Philippe Corso, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale sous Eisenhower, affirme que oui. En matière de lanceurs d'alerte crédibles, rares sont ceux qui s'intéressent au lieutenant-colonel Philippe Corso. Non seulement il a siégé au Conseil de sécurité nationale d'Eisenhower, mais il a également servi sous les ordres du général Patton pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutes les déclarations de Corso concernant son passé militaire, ses supérieurs hiérarchiques et ses fonctions au sein de l'armée, notamment à la tête de la division des technologies étrangères du Pentagone, ont été vérifiées de manière indépendante par de multiples sources. Il n'y a donc aucun doute, Corso est bien celui qu'il prétend être, ce qui signifie que ses affirmations ne sont pas à prendre à la légère. Et sur la question des extraterrestres et du gouvernement américain, Corso avait assurément beaucoup à dire. Par exemple, en juin 1998, quelques semaines avant sa mort, Corso a juré sous serment avoir vu des cadavres extraterrestres et avoir manipulé une technologie extraterrestre récupérée dans les débris de Roswell que le gouvernement a ensuite injectée dans l'industrie technologique privée pour accélérer certaines des innovations qui allaient marquer cette période, comme la fibre optique, les circuits intégrés et les lasers. À ce jour, les sceptiques ont exprimé leur opinion sur les affirmations de Corso, mais aucun n'a réussi à les réfuter complètement sur ce qui s'est passé après Roswell. En réalité, les documents accessibles au public situent Corso aux endroits précis où il aurait dû se trouver pour voir et manipuler tout ce qu'il prétendait voir et manipuler. Mais vous pourrez approfondir ce sujet plus tard. Revenons à ce que Corso a dit à propos du traité de Grenade. Bien que Corso n'ait jamais parlé directement du traité, le regretté vétéran en a fait un bref commentaire dans son livre. Pour citer Corso,
Nous avions négocié une sorte de reddition avec eux en référence aux extraterrestres, à condition que nous ne puissions pas les combattre. Ils en ont dicté les termes, car ils savaient que ce que nous redoutions le plus, c'était la divulgation. Corso a suggéré que le traité de Grenade avait été signé à contre-cœur par l'administration Eisenhower, mais que le traité a permis un transfert de technologies bénéfiques, tandis que les extraterrestres étaient autorisés à récolter toutes sortes de matériel génétique aux États-Unis. Corso a même suggéré que la diversité génétique des États-Unis était la raison pour laquelle les extraterrestres avaient choisi l'Amérique plutôt que la Russie ou la Chine, plus homogène sur le plan racial. Certes, on pourrait dire que Corso raconte une histoire à dormir debout et que son témoignage empeste le narcissisme. Ce qui semble constituer l'essentiel de l'argument contre Corso. Mais plusieurs éléments interviennent immédiatement, le principal étant la raison pour laquelle Corso a inventé de tels mensonges. Qu'est-ce qui l'a motivé? N'oublions pas que Corso a formulé ses affirmations à 83 ans, après une longue et brillante carrière. Il avait travaillé avec un président américain et servi sous les ordres du général Patton. Avec de tels exploits, il aurait dû savoir que des histoires inventées sur l'implication du gouvernement dans les affaires extraterrestres auraient entraîné la ruine de tout ce qu'il avait tant bâti pendant toutes ces années. Il est tout simplement insensé que Corso ait pris un risque aussi insensé si près de la mort. Ce qui est plus logique, c'est que Corso a réellement vécu les choses qu'il prétendait et que, devenu un vieil homme, proche de la mort et n'ayant plus rien à perdre, il a décidé de raconter ses histoires, sachant pertinemment qu'elles seraient difficiles à croire. Maintenant, carte sur table, il y a quelques faits qui ne concordent pas dans le témoignage de Corso, mais même ainsi, je ne pense pas que cela le discrédite totalement. Ce genre de choses arrive même quand on dit la vérité. Parfois, on oublie des choses ou on utilise simplement un langage inapproprié. C'est comme ça. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous propose un lien vers le manuscrit original du livre de Corso afin que vous puissiez le lire et tirer vos propres conclusions. Je vous déconseille de lire la version publiée le lendemain de Roswell, car elle est beaucoup plus sensationnaliste que ce qu'a réellement écrit Corso et prend trop de liberté. On dit que Corso lui-même, connu pour son franc-parler, n'a jamais apprécié la façon dont le livre a été édité et que la version finale n'a jamais reçu son aval. Assurez-vous donc de ne fonder vos jugements que sur les manuscrits de Corso. En additionnant tout cela, la base de Dulce commence à ressembler à une véritable base extraterrestre. Du moins, c'est ce que la plupart des gens pensent. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Je veux dire, les expériences, les hybrides et tout ça. Allons. Et non seulement ils n'ont pas cru à ces histoires, mais ils ont même apporté des preuves prouvant qu'elles étaient toutes mensongères. Comme vous le pensez probablement, je pense aussi que les allégations concernant la base de Dolsa sont un canular. Et je ne suis pas le seul. De nombreux partisans des ovnis partagent cet avis. Mais ne vous méprenez pas, je ne pense pas que cela exonère complètement le gouvernement américain des accusations concernant ses connaissances sur les ovnis et les extraterrestres. En fait, enquêter sur le mystère de la base de Dolsa a même contribué à renforcer cette conviction. Mais j'y reviendrai dans un instant. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que les allégations concernant la base de Dulce sont très probablement fausses. À commencer par le fait que les êtres humains ne sont pas très doués pour garder des secrets. Réfléchissez-y. Pour que la base de Dulce existe, il faudrait des milliers de personnes impliquées, de sa construction à ses travaux. Il est étrangement crédule de croire que le gouvernement a orchestré tout cela et a réussi à obtenir la coopération de tous sans divulguer le secret. Pensez à tout ce que nous savons des activités clandestines de la CIA, comme MK Ultra par exemple, ou encore au scandale du Watergate. Nous savons tout cela parce que des gens ont craqué et ont tout révélé. Comment se fait-il que nous n'ayons toujours pas de preuves tangibles de l'existence de cette prétendue base de Dulce, même 70 ans après, malgré les milliers de personnes impliquées? La preuve tangible la plus proche que nous ayons provient de Thomas Costello, dont l'identité est incertaine, car il n'existe pas. Ou disons, il n'existe pas sur le réseau. Quoi qu'il en soit, la vérité demeure.
il n'existe aucune preuve de l'existence d'un Thomas Costello. Ses sympathisants affirment qu'il a disparu des réseaux sociaux et que son dossier a été effacé des bases de données publiques. C'est un peu pratique. De plus, même si nous savions qui il était, nous saurions aussi que les preuves présentées par Thomas Costello se sont révélées fausses. Revenons à cette photo que le prétendu Costello a incluse dans ses papiers Dulce. D'ailleurs, nous ignorons toujours comment ces papiers ont été divulgués. L'histoire raconte que Costello a remis des copies du document à des chercheurs. Mais nous ignorons qui sont ces chercheurs. Personne n'a jamais prétendu avoir reçu les Dulce Papers de Costello. Nous en savons donc peu sur l'origine des soi-disant Dulce Papers. Bon, revenons à notre jeu des différences. Regardez cette image tirée d'une scène du film d'Arnold Schwarzenegger, Le 6e jour. Maintenant, allez-y, cherchez la différence. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ils sont identiques, sans changement. Donc, même si nous pouvions identifier Costello, cela constituerait déjà un sérieux inconvénient pour lui, car il semble qu'il ait falsifié ses preuves. J'ai également remarqué la grande disparité dans le récit des guerres de Dulce parmi tous ceux qui prétendaient en avoir été témoins. Costello a affirmé avoir tenté de former un groupe de résistance pour aider à libérer les humains enlevés, ce qui a conduit à la guerre. Un autre lanceur d'alerte présumé, le docteur Michael Wolff, qui prétendait avoir été un ancien scientifique et décideur politique sur les affaires extraterrestres au sein du gouvernement américain, a placé la guerre à une date totalement erronée et affirme que les affrontements ont éclaté à cause d'un problème lié aux essais d'armes. Il y avait ensuite Phil Schneider qui racontait être allé à la base pour examiner les roches afin de conseiller les entrepreneurs gouvernementaux chargés de construire une nouvelle base sur l'actuelle sur les explosifs à utiliser. Dans sa version, il se rend à la base lorsqu'il rencontre un groupe d'extraterrestres. Il tire immédiatement sur l'un d'eux. Je ne comprends pas pourquoi il porte une arme alors qu'il est géologue sur le chantier. Après avoir tiré sur l'extraterrestre, Schneider affirme qu'une fusillade s'ensuit. C'est ainsi qu'il a perdu 2 doigts. Alors, lequel est-ce ? Ce sont des histoires très différentes, impossibles à relier. Il ne s'agit pas de personnes différentes qui racontent simplement leurs souvenirs, il s'agit de personnes rapportant des événements complètement différents. Des événements dont je suis porté à croire qu'elles n'ont pas été témoins, contrairement à ce qu'elles prétendent. Mais juste pour le plaisir, supposons que les guerres de Dulce aient réellement eu lieu. Qui étaient ces hommes tués ? Le bilan est estimé à 82 morts. On peut affirmer sans se tromper que chacune de ces 82 personnes avait de la famille proche et éloignée, des amis, des collègues, des connaissances, des parents éloignés. Comment se fait-il que nous n'ayons aucun rapport de ces personnes affirmant que leur proche a été mystérieusement tué ? Ou bien les extraterrestres les ont-ils aussi anéantis ou effacé leurs souvenirs ? Comment expliquez-vous cela exactement ? Ce qui me ramène à Phil Schneider. De tous les témoins oculaires du mystère de la base de Dulce, Schneider est probablement celui qui a le moins de crédibilité. Nombre de ses affirmations, notamment celle selon laquelle son propre père était capitaine de sous-marins nazis, se sont révélées fausses. De plus, on a découvert que Schneider ne faisait que reformuler des idées sur le Dulce Base déjà publiées, sans jamais y être allé lui-même. Bon, mais comment expliquer ces 2 doigts manquants, vous demandez-vous ? Eh bien, il s'avère que Schneider les a coupés lui-même. Les archives du FBI confirment que Schneider souffrait de troubles mentaux. Il a même été admis à l'hôpital d'État de Dimash, dans l'Oregon. Il y a été soigné pour schizophrénie pendant un certain temps. Selon un rapport, Schneider se mutilait dès qu'il était stressé. C'est probablement à cause du stress mental qu'il s'est amputé de 2 doigts et d'1 pouce. D'ailleurs, le FBI nous informe que Schneider a un jour retiré 136 kg de matière radioactive et les a stockés sous son lit jusqu'à leur découverte. Et supprimé.
Cela ne ressemble pas à l'activité d'un homme stable, ou du moins d'un homme suffisamment informé pour que ses affirmations concernant une base extraterrestre soient prises au sérieux. Alors, lorsqu'il affirme que le gouvernement américain a signé un traité avec des extraterrestres, nous devrions le prendre avec des pincettes. Non seulement en raison de sa crédibilité, mais aussi parce qu'il n'existe aucune preuve tangible d'une telle hypothèse. La théorie du traité Eisenhower-Alien est très populaire au sein de la communauté ufologique, et nombreux sont ceux qui ont fourni toutes sortes de preuves, allant des résultats de vision à distance aux témoignages de Laura Eisenhower, l'arrière-petite-fille d'Eisenhower, dont chacun sait désormais qu'elle ment sur de nombreux points. Le moyen le plus rapide de démentir cette affirmation est peut-être de se demander pourquoi des extraterrestres se donneraient la peine de signer un traité secret avec le président des États-Unis. Un élément constamment suggéré dans la théorie des ovnis est que les extraterrestres sont très en avance sur nous intellectuellement. Alors, pourquoi signeraient-ils un traité qui n'aurait aucune valeur juridique dans le monde réel ? Car pour que le prétendu traité de Grenade soit valide, le président aurait dû obtenir l'avis et le consentement des 2/3 du Sénat, ce qui aurait rendu le traité impossible à garder secret. Ce qui va évidemment à l'encontre du but recherché. Les extraterrestres n'avaient absolument aucune raison de conclure un traité avec le gouvernement américain. Ils pouvaient continuer à kidnapper qui bon leur semblait. Car que ferait le gouvernement d'une race qui a réussi à se frayer un chemin depuis sa planète jusqu'à la leur? Toutes ces raisons me portent à croire que la base de Dulce était un vaste canular. Mais comme je l'ai dit, le gouvernement n'est pas encore totalement tiré d'affaire. Il y a autre chose qui doit être expliquée. Vers les années 1960, la région de Dulce fut utilisée par le gouvernement américain comme site pour un programme confidentiel de la Commission de l'énergie atomique appelé Gas Buggy. Ce programme lui-même faisait partie d'une opération plus vaste appelée Plowshare. Apparemment, le gouvernement américain souhaitait accéder à une importante réserve souterraine de gaz naturel. Le plan consistait donc à détruire la zone avec une bombe atomique géante en profondeur. Je ne suis même pas géologue et je sais que c'est une idée horrible. Mais le 10 décembre 1967, le gouvernement a mis son plan à exécution manifestement téméraire en détruisant une zone entière à plus de 1200 mètres de profondeur, dans la forêt nationale de Carson, à quelques kilomètres de Dulce. De toute évidence, le gaz libéré était si radioactif qu'il était inutilisable. Le terrain était également contaminé au point d'être condamné, ce qui a conduit le gouvernement à interdire définitivement toute excavation dans la zone. L'absurdité évidente de cette idée de fracturation nucléaire a amené certains à s'interroger sur le véritable objectif du projet Gas Buggy et de l'opération Plowshare. Était-ce vraiment pour accéder au gaz naturel ? Ou le gouvernement tentait-il de faire exploser une base extraterrestre souterraine? Car il y a quelque chose qu'on ne peut expliquer. Les habitants de Dulce persistent à dire qu'il se passe quelque chose d'étrange à Dulce, compte tenu de leurs expériences quotidiennes. Ils affirment voir régulièrement des OVNI survoler leur espace aérien. Sans oublier tous les rapports de mutilation de bétail qui défient toute explication à ce jour. Ces expériences ne sont pas anodines. Il se passe assurément quelque chose d'étrange à Dulce. Même si je ne fais pas confiance aux lanceurs d'alerte présumés, je ne pense pas que nous puissions pour autant pousser un soupir de soulagement. Dulce recèle manifestement bien d'autres mystères à élucider. Et si quelque chose d'inimaginablement pire nous guettait,